Bon, bah, je pense qu'on peut commencer. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette table ronde sur comment se débrouiller, comment garder le cap en fait après THP et puis trouver du travail de manière solide et fiable. Alors il y a une petite chaîne écrite qui s'est lancée. Vous pourrez écrire quoi en parallèle et puis je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont rejoindre au fur et à mesure. Euh, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, on a trois invités, Charlotte, Quentin et Camille. Bienvenue à vous trois. Euh, Peut-être qu'on va commencer par vous laisser vous présenter tout simplement, tous les trois. Par exemple, Camille, qui es-tu? Qu'as-tu fait dans ta vie avant THP? Comment tu es venu à faire THP? Et puis, juste après, un petit peu petite intro à ce que tu as fait. Et puis, je poserai, enfin, la même question s'adresse à Quentin et Charlotte juste après. Ouais, du coup, salut tout le monde. Du coup, moi, avant THP, je faisais des études en tourisme, web marketing. Donc, moi, je faisais plus du référencement SEO. Je m'étais dit, tiens, juste après mes études, je vais faire un bootcamp en dev pour rajouter une corde à mon arc, parce que des fois, il y a besoin de faire des petits scripts et tout. Je m'étais dit, ben, c'est bien, si je savais coder, ça pourrait me servir. Et finalement, le code, c'était trop, trop bien. Et j'avais une bonne équipe. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, pourquoi pas faire dev en fait et savoir bien coder. Et voilà. Et moi, j'ai fait PHP de janvier à mars 2020. C'était juste 3 mois. Donc, vous, ça a un peu changé, je crois. Donc, l'équivalent, ça doit être voilà, juste PHP 3 mois. Quoi. J'ai fait Ruby on Rails et un petit peu de front. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, nous, on s'est pris le Covid dans la figure à la fin de de, de la promo. Ouais, c'est ça. On avait fait notre promo en même temps justement de Full Stack, donc en début 2020. Et effectivement, juste après, hein, comme tout le monde le sait, en mars, la vague. Ouais, voilà. Donc, c'est pris ça. Donc, on a fini, on a présenté nos premiers groupes. Et, et à la fin, je me suis dit, tiens, je vais continuer d'apprendre à coder tout seul. Mais c'est quand même moins marrant tout seul dans mon coin pour apprendre à coder. Donc, Ouais, voilà, je pense que c'est déjà un premier conseil. Entourez-vous quand vous avez fini THP. ouais, clairement. Voilà, et puis après, j'étais toute seule, j'ai fait mes trucs dans mon coin, j'ai essayé de postuler à des stages, sauf que pour les entreprises, j'avais pas assez d'expérience, sans non plus spécialement qu'ils me laissent faire des tests techniques. Et donc du coup, après, j'ai tenté la piscine de 42, mais juste dans l'optique d'apprendre, de m'améliorer en algo. Et justement, j'étais prêt à la piscine de 42, donc j'ai continué un peu. Mais c'était pas du web, donc c'était moins intéressant, mais enfin, moins intéressant. C'était intéressant aussi, mais d'une autre façon, en fait. Et finalement, 42, c'était trop long, et puis finalement, c'était toujours que des études. Donc au final, après, j'ai essayé de chercher un stage après, avoir m'être amélioré, genre plus en algo et tout. Et après, j'ai fait c'était l'été dernier, j'ai fait une petite formation Pôle emploi en front pour me rappeler le front en fait. Parce que THP au final, moi j'ai fait que 3 mois, donc je me rappelais surtout du Ruby en fait. Et du front, on n'en avait pas fait beaucoup, donc j'ai juste utilisé ça pour pouvoir faire un projet de groupe en un mois où en gros j'ai pris une API et j'ai fait tout le front en React quoi. Et avec ce projet-là, j'ai pu postuler à des stages et j'en ai trouvé un. Et, et quoi d'autre? Bah ouais, du coup, c'est bien d'avoir des projets perso, tout ça, à présenter quand vous cherchez des stages après THP. Et ouais, voilà, je pense. Je sais pas si j'étais censée dire tout ça déjà. Ouais, non, mais je vois que tu étais déjà sur une petite lancée, donc c'est Mais cool. Effectivement, on aura l'occasion de rebondir sur ce que tu as dit là, notamment avec l'expérience de Quentin et de Charlotte, où justement, on est tous dans ce truc-là, finalement, de l'après THP, qu'est-ce qui se passe juste après, qu'est-ce qu'on fait, et puis il n'y a pas de plan. Et c'est un peu comme quand on était avant THP, enfin, sauf que là, on s'est codé un petit peu quand même, c'est la différence. Mais il n'y a pas de
comment on dit, de manuel, quoi. Il n'y a pas de, on ne sait pas quoi faire, quoi. Donc, Ouais. juste pour histoire que tout le monde connaisse un petit peu les autres intervenants, je t'invite par exemple Charlotte à te présenter aussi. Ouais, alors salut tout le monde. Du coup, moi j'ai fait THP en même temps que Jocelyn et Camille, janvier 2020. Avant ça, moi j'avais un master en commerce international. J'ai travaillé 3 ans et demi dans une petite boîte en service client et marketing. Et j'ai commencé à m'ennuyer, je voulais apprendre un truc. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre un peu à coder, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait les 3 premiers mois pareil, après Covid. Je me suis tentée des petits projets perso en échec total. Je savais plus. Enfin, tout seul, c'était vraiment dur. Et je me suis rappelé que Guillaume proposait, donc le CTO de THP, que vous devez connaître, je pense, propose à certains alumni de venir faire un petit stage avec lui. Du coup, en juin, j'ai commencé à faire un stage avec THP. Enfin, c'est un stage un peu officieux, quoi. Mais au moins, Ouais, on c'est ça. travaille sur l'application en prod, quoi. Et puis, il y a Guillaume qui est là pour nous aider. Donc, je voulais faire ça 4 mois. Au final, j'ai fait ça 7 mois. Donc, jusqu'à décembre 2020 et janvier 2021, j'ai fait du coup les 3 mois Next, donc avec PHP aussi. Et à la Voilà, sortie le de cursus ça, développeur, parce que c'est vrai que bon, ça change un petit peu de ouais, nom, on est un peu à cheval sur Next et développeur, mais en gros, c'est les 3 mois qui suivent, donc développeurs qui suivent full stack, quoi, donc euh, ouais. React.js, JavaScript, voilà, pour ceux qui ne savent pas. J'ai juste fait une pause entre les deux, quoi, une pause d'un stage. Bah, Et voilà, à une la pause mais sortie active, ça de. c'est cool. Voilà. Enfin, il y a eu 2 mois de confinement, tout ça. Ouais. Et du coup, à la suite de ça, j'ai commencé, enfin, j'ai eu une petite semaine de vacances. Après, j'ai postulé pendant 2 semaines et j'ai trouvé un CDI. Donc là, je travaille dans une boîte qui s'appelle Minicard, qui est dans la fintech, et je suis développeuse back-end. Voilà pour mon parcours depuis THP. Merci. Et du coup, Quentin, bienvenue à toi aussi. Ah, je vois que tu as découpé, t'as remis ton micro, mais on t'entend pas. Enfin, moi perso, je t'entends pas. Je l'entends pas non plus. Ouais. Euh, bon, on te laisse régler ton petit problème de micro. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Je vois des têtes qui reviennent. Par exemple, Nazanin, avec qui on avait fait la session justement 2020 de THP. Euh, Bon, oui, donc du coup, ce qu'on disait là, finalement, c'est que quand on sort de THP, le but, ça va être de ne pas rester inactif. Et ce que j'entends par inactif, c'est parfois on se donne comme idée on a un projet en fait, on se dit ok, bon, dès que je sors de THP, je me sens fragile, j'ai envie de réviser THP. Ça, c'est quelque chose, c'est un plan qui est un petit peu risqué parce que finalement, refaire THP, vous n'aurez pas le même cadre, vous n'aurez pas le même rythme, le même élan, le même élan de groupe finalement. Et ça pourrait mettre beaucoup plus de temps que 3 mois, parce que les 3 mois là, vous les avez fait vous les avez démarrés du moins avec du 9h, 22h par exemple pour certains. Enfin voilà, c'est beaucoup d'heures par jour. Donc le conseil majeur là qu'on a envie de vous donner quand même tous les quatre, c'est de trouver un plan qui vous permette d'être actif juste après, en fait. Donc, par exemple, justement, en trouvant un stage, Camille disait en restant groupé aussi. Donc, voilà, gardez vos groupes en fait, les groupes que vous avez commencé à constituer pour justement soit faire des projets tous ensemble euh, ou bien ouais, s'entraîner, faire des katas et puis faire des recherches de travail en même temps. Mais voilà, l'idée en fait, le conseil majeur là, de cette conférence, ce sera quand même, enfin vous le verrez grâce aux expériences de chacun ici, mais ce sera euh, de rester actif, quoi, de trouver un moyen d'avoir un cadre et voilà, d'être dans le monde professionnel, pas forcément rémunéré, mais voilà, d'être dans le monde professionnel. Ouais, Charlotte, ouais, justement. Ouais, non, je voulais juste le bon moyen, c'était, enfin, ce qu'on va vous répéter souvent à THP, c'est de continuer vos projets finaux. En fait,
soit avec votre équipe, soit avec une autre équipe, mais au moins vous avez une bonne base et d'aller plus loin sur vos projets finaux. Comme ça, vous connaissez au moins la base et vous pouvez aller plus loin que ce que vous avez déjà vu pendant THP. Et vous n'êtes pas tout seul. Et ça, c'est vraiment parce que quand on est tout seul, qu'on sort, on est là, t'as l'impression de plus savoir rien faire. Quand t'es bloqué, t'as personne pour t'aider. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, ouais, clairement. Euh, Et donc, ouais, justement, toi, tu disais que tu as fait le stage, du coup, avec Guillaume. Ouais, du coup, moi j'ai eu quand même beaucoup de chance. Parce qu'on arrive sur une application, enfin, il y a quelque chose qu'on n'apprend pas à THP aussi, c'est de lire du code d'autres personnes, quoi. Du coup, là, tu arrives sur une application, tu as du code que tu connais pas, que tu découvres, et on t'apprend les bonnes pratiques aussi. Parce que Guillaume ne te laisse pas faire n'importe quoi non plus, ce qui est normal. Et du coup, ça te forme pas mal là-dessus. Parce que dans THP, tu fais tes exercices qui arrivent, c'est très bien, mais du coup, tu te manques quand même ce côté-là, où il faut se former soi-même de son côté, quoi, pour connaître les bonnes pratiques. Et du coup, ouais, le stage, enfin, moi, ça a été le gros plus sur mon CV, très clairement. Sans ça, je pense que, à mon avis, j'aurais un peu abandonné le code, quoi. Je me serais fait une petite pause qui aurait duré quelques mois après THP. Donc, ouais, stage, projet perso, même une petite mission de freelance, histoire de se faire la main et garder, rester actif dans le code, quoi. Ouais, 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 très important, parce que bah, c'est en fait ce qui, comme disait Camille quand on avait parlé, c'est ce qui va vous démarquer en fait des autres personnes qui sortent de formation. En fait, c'est que bah, on est là, on sort de formation, ok, on a fait une formation, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et c'est ça que finalement les recruteurs vont plutôt regarder, quoi. Euh, alors bon, en vrai, enfin, comment dire, je vais donner la parole à quelqu'un qui a envie d'intervenir là. Bon, l'idée c'était qu'on ait un petit moment à la fin pour les questions-réponses, mais peut-être que c'est une intervention pertinente qui peut nous faire rebondir finalement. Donc Samuel, je t'invite à parler. Bon, il n'a pas cliqué. Euh, Quentin, ton problème de micro, est-ce qu'il est réglé par hasard? Ah, Est-ce que là ça remarche? yes, ouais, on t'entend. Donc voilà, Incroyable. le troisième invité de la table ronde du jour, Quentin Plot. Donc, Bah, bonjour à tous. Ouais, petit souci de driver micro sur Discord, ça m'avait manqué. C'est vrai que ça peut arriver. Donc salut tout le monde. Donc en effet, je m'appelle Quentin. J'ai fait The Hacking Project en septembre 2020 pour les 3 premiers mois, donc en formation full stack et ensuite pour la formation Next. Et d'ailleurs, j'étais avec Charlotte pour le projet final. Grand plaisir en tout cas. Ces 3 semaines, c'était vraiment top top. Et donc avant ça, juste pour donner un tout petit peu de contexte, donc j'ai travaillé dans des startups un petit peu, c'est ça qui m'a fait découvrir le digital. Mais sinon, essentiellement plutôt dans le secteur social et socio-éducatif plutôt, et notamment dans les colonies de vacances, donc vraiment très très loin du développement. Mais voilà, il se trouve qu'il y a eu le Covid et donc le secteur a été un peu mis en difficulté. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, autant prendre des compétences recherchées en informatique, au moins ce secteur ne vit pas la crise. Et donc ce qui a fait que je me suis tourné vers la formation. Et en fait, j'ai tellement apprécié que je suis allé jusqu'à Next. Et voilà, donc vraiment grand plaisir de bout en bout. Et pour la suite, donc en fait, j'ai trouvé un emploi chez Soprasteria, donc grosse entreprise de services numériques. Et en fait, c'était dans le cadre, ça s'appelle une POEI. Donc, alors je crois que l'acronyme, c'est Préparation opérationnelle à l'emploi, insertion. Donc, c'est cofinancé par Pôle emploi, l'entreprise, je crois, un autre acteur. Et en fait, donc, j'ai dû refaire une formation de 3 mois avant le CDI. Donc, c'était plutôt une porte d'entrée intéressante. Et c'était sur du Java, Spring et Angular. Donc, bon, j'ai délaissé Rails, mais après tout, enfin tout ce que j'ai pris, en tout cas pendant ce Vacuum Project, ça me sert encore aujourd'hui, évidemment. Donc voilà, pour un peu le cheminement. ouais, merci. Effectivement, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on apprend quand même à se débrouiller, euh, voilà, et à savoir à faire des recherches. Là, je vois Jean-Baptiste qui a envie d'intervenir justement sur ce qu'on est en train de dire. Ah, bah c'est Samuel qui est venu. Salut Samuel.
Salut à tous. Merci aux alumni pour leur premier témoignage. J'avais juste une question concernant, je sais plus qui a parlé, Charlotte ou Camille, le stage apparemment, ce stage avec Guillaume. J'aurais bien voulu savoir de quoi il s'agissait. Alors, je sais pas, je pense qu'il prend encore quelques personnes en ce moment. Peut-être que c'est Il pas doit- annoncé au grand public comme ça, effectivement. Ouais, bah nous, ils nous en avaient pas. Je sais pas si vous avez déjà eu la conférence de Guillaume, mais il en parlait à cette occasion-là à l'époque. Euh, en- le- à mon époque, c'était nous, on avait quelques tickets à faire sur l'application que vous connaissez, quoi. Et du coup, on faisait les tickets, ils nous aidaient et voilà, on participait en fait à l'amélioration de la plateforme. Mais je crois que maintenant, THP, il y a une nouvelle formation où vous pouvez faire un stage, donc c'est pas la même chose. C'était pas un stage conventionné, si c'était ça ta question. D'accord. Ok. Ok, merci. Jean-Baptiste, oui, tu voulais intervenir également. Ouais, juste rapidement, merci beaucoup pour vos témoignages. Moi, j'ai une question alors qui est pas directement en lien, mais qui peut en avoir un quand même assez fort, je pense. Je me suis permis de vous regarder vos profils sur LinkedIn et ce qui m'a vachement étonné, c'est que tous, vous avez quand même des formations assez poussées à la base. Enfin, je crois qu'il y en a deux qui ont des masters, il y en a un qui sort d'une école de commerce, etc. Et du coup, ma question était double partant de là, c'est pourquoi avoir repris de zéro quelque chose d'aussi différent de ce que vous faisiez avant ou de ce pourquoi vous aviez été formé et en quoi ce que vous aviez fait avant vous a aidé, handicapé, enfin au sens freiné, je veux dire, ou pas quoi. Alors, si je peux rebondir là-dessus, de mon côté, en fait, vraiment, ce qui m'a poussé vers le développement, c'est la crise sanitaire, où j'aurais pu en effet faire le choix après voilà, formation en management, etc. Me dire bon, je repars dans des startups tech, pour un job peut-être marketing, business, etc. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, je me suis simplement dit que prendre un maximum de compétences en digital, ça pourrait que m'apporter. Mais en effet, à ce moment-là, je n'avais pas forcément encore idée que j'irais au bout de la démarche et faire une reconversion à 100% en tant que développeur. Je le voyais plutôt dans l'optique, prendre un peu de technique pour après revenir voilà, dans des startups tech, mais pas nécessairement pour programmer. Parce que dans tous les cas, ce qu'on apprend sur un peu les fondements, les fondations d'un site web, etc., du front-end, du back-end, ça pourra servir si on bosse dans je ne sais quelle boîte qui fait une transformation digitale avec un produit, un logiciel quelconque, ça pourra quoi qu'il arrive aider. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, disons, c'était pas calculé au départ, la reconversion, mais bon, c'est arrivé un peu comme ça, parce que j'ai beaucoup apprécié, donc je me suis dit, pourquoi pas, après tout. Ouais, moi, pour ma part, pareil, au début, j'ai décidé de faire une formation parce que je m'ennuyais dans mon travail. Et je m'étais dit, enfin, j'ai travaillé pas mal avec les devs dans mon taf, ça m'intéressait. Je m'étais dit, si je change de boîte, autant avoir des compétences tech pour après faire du service client dans les startups tech ou quoi. Et au final, ça m'a plu, donc j'ai continué. Et, genre, le fait d'apprendre, enfin, je me sers vachement plus de mon cerveau aujourd'hui en tant que dev que ce que je faisais avant. Donc, ça, pour moi, c'était assez important. Et ce qui a fait que j'ai continué là-dedans, quoi. Mais ce que j'ai vu avant, je pense que ça m'aide, même si je m'en rends pas compte. Tu vois, le fait de savoir apprendre, voir comment tu abordes les choses aussi, c'est différent, je pense, par rapport à d'autres profils. Voilà pour moi. Ouais. Effectivement. Mais du coup, oui, finalement, bon, je passe un peu du coq à l'âne, mais après, s'il y a des personnes qui ont envie de revenir justement sur ce qu'on disait là, il n'y a pas de souci. Mais si on revient au fait de sortir de THP, peut-être qu'il y a des personnes qui vont, comment dire, poser des questions sur comment on trouve du travail finalement. Bah, c'est un peu le titre de la conférence, quoi. Euh, les tests techniques, à quel moment ça vient, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire là sur vos expériences au moment où ah bon j'ai fini, je dois chercher du travail, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors moi, pour moi, j'ai essayé de postuler un peu après les 3 mois de PHP. Les retours que j'ai eus, c'était beaucoup trop junior. Enfin voilà, c'est ce qui était totalement vrai. Et même moi, j'avais pas hyper confiance dans ce que je savais faire. Donc c'est pour ça que j'ai aussi voulu continuer. Et après mon stage et ma formation et tout. Euh, Enfin,
faut pas voir, tu vois, genre, moi j'ai refait un stage, quand tu as fait une petite formation, faut pas voir les 3 mois de formation, de stage que vous allez faire comme une perte de temps, même si forcément vous allez avoir envie de gagner de l'argent tout de suite en sortant de PHP. En fait, le temps que vous allez investir dans un stage, dans un projet perso ou quoi que ce soit, ça va pas du temps perdu parce que c'est exactement ça qui va vous différencier de tous les gens qui sortent de bootcamp parce qu'il y en a un paquet qui ont exactement fait la même chose que vous, quoi. Donc en fait, tout ce temps-là que vous allez passer à préparer vos candidatures, c'est pas du temps perdu. Ouais, vos Ça profils fait 3 finalement, mois, vos quoi. profils et vos expériences personnelles. C'est clairement ça. Faut le voir dans la continuité de votre formation, en fait. Tu rajoutes 3 mois, mais parce que c'est ça qui va te faire sortir du lot et tu auras plus confiance en toi et tu vas plus facilement décrocher un taf. Ce serait mon premier conseil. Ouais, totalement. Ouais, moi, je dirais que je suis tout à fait d'accord que c'est une réalité. Je sais pas si d'autres personnes vous ont parlé de ça, mais après 3 mois, même après 6 mois, après Next, c'est pas encore, enfin, en tout cas pour le marché de l'emploi, c'est pas encore suffisant parce qu'on se retrouve en effet en compétition avec beaucoup d'autres développeurs qui ont fait des formations intensives en reconversion et aussi beaucoup de développeurs qui sortent d'écoles d'ingénieurs informatiques. Donc c'est pas, alors je veux pas faire peur, enfin, c'est pas mon point de, de vouloir décourager ou quoi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut beaucoup de pugnacité et se dire qu'après cette reconversion, ce sera pas forcément une victoire de suite. Donc après, mon premier conseil que j'aurais, enfin j'aurais 2 points qui me viennent là, c'est vraiment avoir beaucoup de pugnacité et s'attendre, parce que c'est comme ça, s'attendre à essuyer des rejets des premiers recruteurs, etc. Beaucoup de personnes qui vont vous dire, bon, profil trop junior, etc. La Oui, c'est boîte veut pas clairement la norme. Et s'investir. des personnes qui vous Bon. répondent pas aussi, carrément. Ouais. Qui sont mal polis et puis qui Oui, préparent oui, à vous répondre, c'est très commun. C'est très commun. Et puis c'est normal de se prendre des dizaines ou des centaines de refus. Après, ça change d'une personne à l'autre. Enfin, c'est purement, comment dire. On n'est pas obligé de passer par une centaine de refus, mais en tout cas, ça peut arriver et ça fait partie du processus. En fait, au contraire, il vaut mieux s'y confronter le plus tôt possible et puis s'habituer finalement à faire des tests techniques, à faire des entretiens et puis à tester sur le terrain ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Et donc, et moi, le deuxième point que j'avais en tête comme conseil, c'était être très stratégique dans la recherche, voir un peu les filons, les portes qui peuvent s'ouvrir pour notre profil en particulier. Donc, pour mon cas, c'était voilà, cette formation en plus qui a ouvert les portes ensuite au CDI. Mais avant ça, enfin, je voyais, vu que c'était compliqué de m'insérer, j'ai aussi fait en sorte de coder bénévolement pour une association qui a deux applications en Ruby Rails. Voilà, au début, il y aura quelques portes ouvertes, très peu, mais enfin, autant les prendre et voir ce que ça peut apporter sur le moment. Euh, voilà. Voilà, en tout cas, c'est les points qui me viennent là. Ouais. Je rebondis juste sur ce que tu as dit d'être stratégique là où tu cherches. Moi, ce que j'avais pas mal fait aussi, c'était j'avais regardé comment étaient composées les équipes dev en fait, parce que si tu as une équipe, enfin moi j'ai beaucoup regardé s'il y avait des reconvertis en fait dans les devs, parce que je me suis dit ok donc eux ils prennent que des ingés, c'est même pas la peine que je tente et tout. Enfin, j'ai vachement ciblé comme ça et en me disant aussi, bah, déjà ça te permet d'offrir, si jamais t'as un entretien, ça te permet d'en discuter. Et t'en sais plus sur l'entreprise comme ça. Et tu dis, bon, bah là, c'est mort, à mon avis, il n'y a pas de chance. Donc, j'ai concentré vraiment mes recherches là où je savais qu'ils allaient potentiellement recruter des juniors et étaient ouverts à d'autres choses que des ingés, parce qu'il y a ça aussi, quoi. C'est un peu. C'est des boîtes qui peuvent être un peu sectaires à ce niveau-là, mais bon, si vous cherchez dans les startups, en général, il y a beaucoup de gens qui sortent du wagon et tout. Ouais, et d'autant Et plus que, enfin, souvent j'ai entendu que finalement, quand ils ont réussi à recruter des personnes qui sortent tout juste d'école d'ingé, en général, ils sont assez moins compétents que ceux qui sortent même de full stack, hein, de THP, quoi. Parce que justement, c'est pas des personnes qui on a appris à être sur le terrain et à, comment dire, à réfléchir, à structurer des projets finalement. Ce sont des personnes qui ont pas mal d'apports théoriques. Peut-être que nous, on aura un petit manque sur ce côté théorique-là. Mais en revanche, on a de l'avance sur la manière de produire finalement des projets. et l'autonomie aussi. Et l'autonomie. Ouais, exactement. Camille, tu voulais dire quelque chose là-dessus, par exemple? Ouais, bah, je suis d'accord avec tout le monde. Je voudrais rajouter aussi
comptez aussi essayer un peu votre réseau, genre quand vous cherchez un stage ou une expérience, vraiment parlez-en à tout le monde autour de vous, on s'en fout, que j'aime toujours y avoir quelqu'un qui a entendu quelque part, oui, en ce moment il y a la boîte du cousin de la copine qui recrute, et franchement je pense que ça peut pas mal ouvrir des opportunités. Bah, par exemple, le stage que j'ai trouvé, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui m'a dit ah, je sais que là-bas, ils cherchent. Et comme c'est une toute petite start-up, ben, je pense que l'annonce, je l'aurais même pas vue en fait si on m'avait pas dit ah, il y a cette boîte qui recherche. Et voilà. Et aussi, je pensais que pour comme expérience facile à voir, c'est de regarder les projets open source. Moi, pendant la crise du Covid, j'ai vu qu'il y avait Covid List qui marchait, qui était en Ruby. Et du coup, bah, j'avais fait deux petites pull requests dessus. Donc, je pense qu'il y a moyen de temps en temps de chercher des projets et ça fait toujours de l'expérience à gagner. Ça remplit votre profil GitHub, ça montre que vous êtes actif. Et bah, ça fait toujours quelque chose à rajouter. Enfin, une expérience vraiment. Ça fait déjà une petite expérience professionnelle sans être vraiment un stage ou une grosse boîte, quoi. Et ça montre que vous êtes motivé. Donc, si vous arrivez à trouver des petits projets comme ça, c'est bien aussi. Ouais, Et l'important c'est ça, c'est de rester dans la dynamique d'acquérir un bagage, peu importe le moyen, et puis d'avoir des choses à présenter, et puis que soi-même on se sente un peu plus euh, riche d'expérience chaque jour en fait. euh, et c'est vrai, moi aussi, comme tu parlais, je regardais les types d'entreprises, je regardais qui c'est qui est recruté à l'intérieur, si ils sont ouverts un peu aux gens qui sont débutants, parce que ils étaient des ingénieurs, des musiciens, je ne sais pas. Mais aussi les ESN, comme bah, Quentin il a fait, ben, je pense que j'ai entendu que c'est pas mal une porte d'entrée pour les développeurs, même ceux On qui sont t'entend pas très bien, est-ce que tu peux te rapprocher un à peu du micro s'il te plaît? Allô, vous m'entendez? Ouais, je sais pas si ça change beaucoup, mais y a pas de souci. Je sais pas si c'était le réseau qui est pas bon. Ah, ok. Vous m'entendez mieux? Un petit peu, ouais. Ok. Non, je disais aussi dans le type d'entreprise où vous pouvez postuler, c'est les ESN en fait, comme où il a travaillé, faire sa POI, Quentin. Parce qu'en fait, c'est connu pour être une bonne porte d'entrée pour les devs qui débutent en fait, parce qu'eux, ils ont besoin beaucoup de main-d'œuvre en fait. En fait, c'est des boîtes qui vont vous placer dans d'autres entreprises. Et en général, eux, je pense qu'ils sont un tout petit peu moins regardants sur toutes les expériences, les formations, tout ça. Et ils auront tendance peut-être à donner plus de chances. Et c'est vrai que, ouais, comme il y a des organismes, c'est avec Pôle emploi, les POI, où on fait 3 mois et après on est recruté à la fin par des boîtes, là, ESN. Il y a aussi les POEC. En fait, c'est comme la POI, c'est avec Pôle emploi, c'était la formation que j'avais fait cet été. Et en gros, ils vous présentent à des entreprises en fait à la fin. Il n'y a pas de promesse d'embauche à la fin, mais du moins, vous faites une formation, vous êtes avec d'autres gens, vous faites un petit projet et ils vous aident quand même un petit peu à trouver à avoir des entretiens avec des boîtes quoi, qui cherchent potentiellement. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Oui, alors on entendait beaucoup mieux là, maintenant. Ouais. Ok, bon, cool. Alors, du coup, il y avait Charlotte et Quentin qui avaient des trucs à dire. Je sais pas si ils ont oublié ou si. Oui, bah, juste deux choses pour rebondir sur ce que tu disais, Camille. C'est vrai que pour mon cheminement qui a été d'intégrer une entreprise, une ESN, euh, effectivement, ça peut marcher parce que c'est des entreprises de grande taille, donc qui ont peut-être plus de moyens pour accompagner des profils juniors ou alors en reconversion, etc. Et qui ont les moyens de cofinancer une formation, donc comme tu indiquais en POEI ou alors en POEC, le cas échéant. Mais voilà, donc après, à voir si c'est nettement, si les embauches sont nettement supérieures à d'autres entreprises de taille plus moyenne, des startups. Je pense que autant se dire que toutes les portes restent ouvertes. Moi, ça a fonctionné pour le SN, mais peut-être pas pour d'autres. Voilà. Et donc, sinon, par rapport au point juste avant, donc qui était le fait d'avoir un projet personnel après la formation, etc., de peaufiner un peu tout ça. Moi, je parle juste de ce par quoi je suis passé. En fait, le projet personnel, ça peut être assez intimidant. Et c'est vrai que c'est peut-être mon seul regret, un truc où j'aurais pu mieux manœuvrer. En fait, je me suis un peu éparpillé.
Moi, j'ai voulu voir un peu comment fonctionnait le développement sur mobile, donc React Native et même Android Studio, d'ailleurs codé en Java, donc maintenant je connais mieux Java. Mais en fait, bon, c'était un peu beaucoup. Je me suis un peu éparpillé, mais donc voilà, c'est pas forcément ce qui a le plus été valorisant. En revanche, je pense que sans faire un projet perso, pour moi, il y a un strict minimum qui est se faire son propre site web, un site portfolio. Où on met les liens vers les projets GitHub de fin de formation. Bon, perso, j'ai cherché l'efficacité, j'ai trouvé un repo GitHub avec vraiment un super design de portfolio. J'ai repris tout ça, mais pour moi, c'est un minimum, quoi. Et puis après, rester actif en faisant des tests techniques de partout. Il y a plein de sites, de bons sites là-dessus. Mon Mac marchait pas tout à l'heure avec le son, mais j'enverrai un lien de celui dont je me suis servi avec des énormes QCM très 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 exigeants, mais qui donnent pas mal de presque de la culture G informatique. Comme ça me permettait de rester un peu dans l'environnement à fond, histoire de pas être prise au dépourvu si jamais il y avait un entretien. Mais voilà, en tout cas pour rester actif sans même le projet perso, ça c'est vraiment l'idéal, hein. Être sur un projet concret, voilà, sur ces technos de prédilection, c'est au top. Maintenant, même avant ça, le minimum, c'est des tests plus un petit site web perso, histoire de présenter vraiment son profil avec quelque chose, quoi. Alors peut-être que tu peux nous dire un petit peu oralement les sites, juste parce que ça va être enregistré de manière purement orale et qu'il n'y aura pas trop de traces écrites pour la rediffusion. Ça peut être intéressant, je Alors, pense. je vais regarder, j'ai juste besoin de quelques secondes. Voilà, En on t'entend. attendant, mais je regarde les références. Ouais, merci. Ouais, il y a Coding Game déjà qui est vraiment bien. Coding Game. Ça pour le coup c'est assez bien fait et puis c'est exactement dans le même style que ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des tests. Voilà. Alors il y a Charlotte qui a envie de parler. Ouais, mais vite fait, par rapport à ce qu'a dit Quentin tout à l'heure sur le fait qu'il s'est éparpillé, du coup, moi, je déconseillerais comme il a dit, en fait, de vouloir aller apprendre d'autres langages, en fait, ou autres frameworks. Enfin, franchement, faut approfondir Ruby et React que vous avez déjà, parce que il y a pas mal de boîtes qui recrutent là-dessus, et vraiment approfondir là-dessus. Donc, il y a plein de choses, genre, Airspect, enfin, tout ce que vous n'avez pas le temps de voir pendant la formation, et vraiment vous concentrer là-dessus, parce que si vous commencez à connaître un petit peu de plein de trucs, c'est moins bien que de connaître plein de choses sur un truc. Et au niveau aussi de là où vous allez postuler, moi je vous conseille plutôt de choisir entre front et back quand vous postulez, plutôt que de vous présenter en tant que full stack. Enfin voilà, moi je pense que c'est mieux de savoir ce Pourquoi? que vous voulez faire Parce que avant. souvent le conseil a été donné, et même moi quand j'étais justement élève chez THP, j'avais ce conseil-là qui revenait souvent, et j'ai fait le contraire. Mais du coup j'aime bien savoir pourquoi c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Ouais. Je pense que ça dépend des boîtes, mais quand t'es junior et que tu dis que t'es full stack, genre, enfin, c'est pas vrai, tu peux pas savoir faire. Enfin, déjà, t'es junior sur le back et sur le front, tu sais pas vraiment tout faire. Et pour maximiser les chances, tu vois, je pense que en tant que junior, faut savoir choisir. Après, ça veut pas dire que tu vas pas faire de front, tu vois, mais enfin voilà, dans mon taf, je suis back-end. Après, je fais un petit peu de JavaScript. On a un peu de React dans l'app. Enfin, tu y touches, tu vois. Mais Ouais, ouais, ouais. je connais pas de juniors qui font vraiment full stack, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, Il y a ça peut-être doit quelques exister, cas hein, exceptionnels, mais effectivement. mais c'est plus pour maximiser les chances. Après, quand tu postules à une offre, bah, tu remets le titre de. Voilà, mais quand tu cherches en candidat libre ou quoi, je conseille plutôt de choisir entre les deux. Ouais. Moi, pour rebondir, du coup, ben, j'avais suivi plutôt ce conseil, ouais, de me spécialiser plutôt en front. Et finalement, comme ils avaient vu que j'avais aussi d'expérience en Ruby on Rails et que je m'en rappelais un peu, la PO, c'était pas. Je m'en rappelais. Et eux, ils cherchaient plutôt full stack. Donc bah, finalement, là, le stage où je suis et qui devrait me recruter là bientôt, c'est bien full stack en fait, en Ruby et Rails, en Ruby et React, je veux dire. Et oui, parce qu'il y a des boîtes qui sont encore full stack, mais il y en a moins quand même que des boîtes où tu es soit front, soit back en fait. Il y a, je sais pas, Doctolib par exemple, ils sont front et back. D'ailleurs, ils recherchent des stagiaires. Il y a, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de boîtes qui sont plus soit l'un, soit l'autre, plutôt full stack. Donc c'est vrai que c'est assez rare, donc autant dire qu'on est soit front, soit back, et au pire, voilà, dire qu'on peut faire full stack si on a aussi l'expérience des deux.
Ouais, ouais, ouais. Bah non, mais c'est vrai que ça peut être stratégique pour augmenter ses chances. Moi, je sais que personnellement, bon, je suis quelqu'un d'assez têtu et puis j'aime bien faire compliqué. Donc, j'ai toujours mis full stack sur mon profil et bon, comment dire, j'ai réussi à avoir pas mal d'offres aussi, hein. Et puis, c'est vrai que toutes mes expériences chez THP, je les ai mises sur mon CV comme si c'était des expériences hors formation. Par exemple, le tout premier, le projet des chats que vous allez faire juste avant les projets finaux pour les personnes là qui sont en full stack, il était assez propre, je l'ai mis, et j'ai pas mis le lien du site, j'ai juste mis que c'était un site de e-commerce sur mon CV. Et, euh, ouais, pour la petite anecdote, une fois on m'a dit, ah oui, donc vous avez fait ça en première expérience, on me l'avait dit ça récemment, et j'ai oublié de l'enlever parce que c'est pas vraiment, ça se montre pas trop et tout, c'est le projet des chats, quoi. Il est pas, on peut pas dire qu'on a vendu ça à un client en tant que freelance, quoi. Et bah après, j'ai improvisé, je lui ai dit, ah oui, c'était mon tout premier client, voilà, il m'a dit de faire un site e-commerce, et puis bon, il a voulu essayer d'imiter Amazon, donc du coup, bah, je lui ai fait un Amazon-like, mais ça n'a pas trop marché parce que Amazon existe déjà, voilà. Mais effectivement, je pense qu'au début, ça va être une bonne béquille de présenter, enfin, c'est même important de présenter un peu toutes ces expériences. Après, il y a le projet final de Full Stack et le projet final de Next, ou développeur, enfin, pour les personnes qui le font. Ça fait déjà quelques projets à présenter et puis voilà, c'est des choses qui sont faites en équipe, ce sont des vrais projets, il y avait une vraie deadline et bah, derrière il y a un vrai produit et vous avez appris des choses, vous avez produit des choses, vous vous êtes organisé, etc. Donc c'est quelque chose qui est présentable finalement. Le seul aspect qu'il n'y a pas, c'est celui qui est financier et puis le fait que bon, il n'y avait pas vraiment de vrais utilisateurs sur l'appli. Mais le reste c'est bon. Ouais, pareil, enfin, moi, sur mon CV, ce que j'avais fait, tous mes gros projets, donc il y avait quoi, deux, trois gros projets de THP, je les ai mis en tant qu'expérience sur mon CV. Bon, il y a des recruteurs qui n'ont pas trop capté que c'était des projets et tout, donc après, tu t'en fous, tu te démerdes après l'entretien, mais au moins, tu sors du lot parce que tu as soi-disant des expériences, que tu as fait un projet, tu mets quel était ton rôle dans le groupe et tout, donc faut le présenter en tant que vraie expérience, comme si c'était un projet freelance, quoi. Ouais, Et, ouais, ouais. voilà. J'avais mis en expérience et c'est ce qu'on m'avait dit de faire, les recruteurs, de mettre ces projets en expérience et c'est réel après tout, puisque c'est ça vos vraies expériences avec le code, c'est pas des formations théoriques, enfin, vos projets perso que vous avez fait pendant les formations, c'est vraiment la pratique en gros que vous avez à présenter aux entreprises, donc autant les mettre dans l'expérience professionnelle et je pense qu'on va pas vous en vouloir. Je pense que c'est au contraire mieux. Les entreprises comprennent mieux en fait que c'est ça qui prouve que vous avez de l'expérience dans le langage où vous voulez travailler, quoi. C'est ça, et de ce que moi j'ai compris, c'est qu'une fois qu'on est assez senior et qu'on doit faire des choses assez profondes, assez solides, que là il faut avoir quand même des connaissances théoriques et que c'est assez valorisé. Mais tout à l'heure je disais que à THP on fait moins de théorique, mais ça c'est à la première lecture du cours. En fait, souvent quand on en ressort, on se dit ah oui, bon c'était beaucoup de pratique, il n'y avait pas vraiment de théorique. Mais c'est comme revoir une série ou un film, c'est-à-dire que quand on revient dessus, on se dit ah mais ça je savais pas, ah mais ça en fait il y avait. Et en fait on voit que finalement il y a des concepts fondamentaux comme le fonctionnement du web ou justement la sécurité dans Ruby on Rails. Une fois, j'y suis revenu sur les cours de THP et puis je me suis rendu compte que finalement, bah, Rails, c'est une appli, enfin, c'est un framework sécurisé par nature en fait. Quand on revient là-dessus, de temps en temps, c'est vrai on peut s'apercevoir de choses qu'on n'avait pas vues au premier abord, quoi. Donc toujours intéressant, mais voilà, faut pas se mettre en tête que en sortant de THP, on va refaire THP parce que ben ça va pas être pareil et ça peut faire perdre du temps. En général, le bon réflexe ce serait de revenir sur les choses quand vous en avez besoin. Donc par exemple, j'ai envie d'implémenter un mailer, bah, je peux revenir sur les cours de THP mailer, quoi. Le micro remarche ou pas? Ouais, on t'entend. Ouais. Ah, bien. Ok. Oui, moi je voulais rebondir sur comment présenter THP, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une expérience professionnelle. Sur mon LinkedIn, je l'ai pas mis. Enfin, je crois que je l'ai mis aux deux endroits d'ailleurs. J'ai un peu truandé. Je l'ai mis en même temps en tant que formation et en tant qu'expérience pro parce que ça a beau être des projets pour la majeure partie fictifs. Il n'empêche que ça donne tout plein de compétences professionnelles sur certaines fonctionnalités à implémenter.
Oui, enfin l'introduction, c'était de dire que THP c'était le début, c'était une porte d'entrée qu'il fallait faire autre chose. Mais malgré tout, THP c'est aussi énorme comme ressource à présenter aux recruteurs. Et moi, ce que je suggérais, c'est d'insister là-dessus. Donc c'est-à-dire, ok, mon projet final, je me suis occupé de la gestion de la base de données avec tous les différentes migrations, etc. Qu'est-ce que ça m'a apporté en bac? Ok, alors moi j'étais garant de tout le design de tout le site web. Je sais pas, des normes avec nos fichiers CSS, SCSS, etc. Je me suis occupé de ça. Ou alors j'ai mis en place des gros trucs de front, genre animation, parallaxe, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça m'a apporté en front? Tout ça, c'est des choses très concrètes. Et on parlait de est-ce qu'il faudrait se présenter plutôt en tant que front-end, en tant que back-end? Moi j'ai envie de dire, enfin. On peut avoir une dominante, et ça c'est mon avis. On a peut-être une petite dominante, même si c'est bien de savoir les deux, donc d'être full stack. Mais après, surtout, enfin, pour moi, c'est savoir en parler et voir vraiment ce qui nous a plu, particulièrement lors des projets concrets de THP. Et là, avec toute cette pratique, je pense on peut se rendre compte de vraiment là où on a une appétence. Ouais. Et à partir du moment où on a une appétence, on a apprécié faire des choses, etc., on devrait pouvoir en parler à un recruteur, en principe. Ouais, bien sûr, ouais, totalement. Euh, on arrive un petit peu à l'instant question, parce que l'heure tourne très vite. Donc tout à l'heure, je voyais des mains levées, je vois des mains qui se relèvent. Et puis évidemment, on peut rebasculer. Mais hop, je donne la parole. Oui, on m'entend? Ouais, salut. Ok, bonjour. Oui, je voulais me demander si vous pouviez nous ouvrir un peu les yeux sur les sociétés de services. J'ai entendu ESN, j'ai regardé, c'est les entreprises de services du numérique. Ce serait quoi la différence avec les SS2I et est-ce qu'il y a d'autres formes d'organismes comme ça qu'il est bon de connaître pour des premiers emplois ou pour des stages? Est-ce qu'il y a d'autres centres dont on devrait avoir connaissance? Camille, je t'invite peut-être à répondre si tu t'y connais. Enfin, moi, je pense que tu t'y connais mieux que moi, en tout cas. Personnellement. Oui, enfin, je pense peut-être plus Quentin qui connaissait, mais oui, Ouais. effectivement, je connaissais le nom de Soprasteria. Et oui, après, je sais pas, je pense, je les connais pas par cœur, mais peut-être tu peux taper sur Google les plus grosses ESN en France. Après, il y en a qui sont plus ou moins bien. Il y en a quand même qui sont connus pour être pas très sympa avec les développeurs non plus, parce que ça reste des usines à gaz. Et la différence entre ESN et SS2I, ça, je crois que c'est, pour moi, c'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est pareil. Et Oui, pour moi aussi, ce serait une sous-catégorie. La SS2I serait une sous-catégorie de l'ESN qui est vraiment, qui désigne absolument toutes les entreprises qui vendent leurs services de développement à d'autres. Donc c'est quand même à différencier de par exemple IBM qui vend à la fois du conseil mais aussi des logiciels. Là, c'est pas tout à fait pareil. Là, par exemple, Soprasteria, donc ESN, c'est vraiment on développe pour un gros client telle ou telle fonctionnalité qu'il demande. Ouais, Et en général, les ESN t'es placé chez le client aussi. Parce que, je sais pas si c'est ton cas, Quentin, mais en général, ils t'envoient chez le client et tu fais partie de l'équipe, mais t'es consultant en fait. Pour eux. Et sinon, dans les autres formes de boîtes, tu peux avoir les agences web aussi, où du coup, tu peux travailler pour différentes boîtes. Ça peut être pas mal, je pense, pour débuter aussi. Si tu as envie de voir plusieurs projets et tout. Mais Ouais. en tout cas, oui, la prestation en B2B à d'autres boîtes, et je pense que c'est un horizon assez large de l'emploi en informatique, oui. Ouais, bien sûr. Alors, il y avait une autre Bonjour. question de Basile. Ouais, ouais, bonjour tout le monde. Et je voulais, en fait, la question c'était, est-ce que vous pouvez développer un peu plus votre expérience en termes de votre recherche d'emploi, dans le sens où quand vous avez postulé les tests techniques qu'on vous a demandé, et quel était plus ou moins, si vous voulez, le niveau d'expertise ou de maîtrise des sujets pour le poste pour lesquels vous étiez en train de postuler justement en tant que junior, est-ce qu'on attendait quand même de vous une maîtrise qui était proche du medium level, ou est-ce que c'était quand même assez junior dans le sens où les projets étaient faciles à faire, les tests. Je sais pas si c'est juste chez moi que ça bug. Ou...
Non, chez moi aussi, j'ai pas entendu la fin de la Ok, phrase. ouais, on n'a pas entendu les dernières 30 secondes. Alors attends, je pense qu'il faudrait que tu partes et que tu reviennes, parce que ça fait une voix robotique, un peu Daft Punk. Donc, en attendant, il y avait peut-être des rebondissements sur ce qu'on disait juste avant. Bah, je veux bien pour répondre à la question de Basile. Alors moi, concrètement, ma recherche, j'ai dû postuler peut-être à allez, je dirais à environ 50 offres, à chaque fois avec, enfin vraiment où j'ai cherché à bien sélectionner très précisément. On va dire, allez, entre 50 et 60. Et essentiellement ouais, avec une grosse sélection qui a été faite. Et de toute façon, je veux dire plutôt ça, quoi, de pas non plus aller taper dans tout et n'importe quoi, et des fois, c'est pas du tout pertinent. Donc, autant faire déjà un premier filtrage. Et après, au niveau des tests techniques, alors en fait, j'ai eu plusieurs sortes, ouais, toutes sortes de choses. Il y a une personne qui m'a envoyé directement un test Coding Game. Je crois que c'était Moi Coding aussi, Game, ça qui m'est font aussi arrivé. en fait Ouais, le truc jaune là, ouais. des QCM, Ouais. des L'interface un peu jaune. QCM. Donc, ouais, Coding Game qui envoie des QCM assez classiques. Après, alors, j'ai un ami qui est recruteur qui est recruteur chez Buco, donc une startup. Ils m'ont envoyé leur test à eux. Donc, c'est la ressource que je cherchais tout à l'heure, là, d'ailleurs. Mais mon Mac est un peu dead. Donc là, c'est des gros QCM très, très, très costauds en anglais. Et sinon, une autre startup où j'étais rentré dans le process de recrutement. Alors, c'est les seuls qui m'ont envoyé vraiment un cas pratique où il fallait coder quelques migrations en Ruby Rails et travailler sur des tooltips en front, en React. Donc, des tooltips, en fait, c'est les infobulles. Quand on passe la souris à un endroit du site, boum, là, on a des infos contextuelles. Là, franchement, je me suis craqué. Là, j'ai bossé 15-20 heures dessus pour faire une plateforme avec un back-end en Rails, un front-end en React et tout. Je vais trop montrer ce que j'avais dans le ventre. Mais malheureusement, c'est pas passé. Bon, là-dessus, c'était une petite désillusion parce que vraiment, j'avais beaucoup donné et je pense que, enfin, ça répondait à leurs attentes. Euh, Parce que c'était pas, voilà, c'était très faisable, un travail de migration et puis un travail en front. Mais voilà, après, en faisant ce cas pratique, je veux dire, c'est pas du tout la fin. Genre, il y aura forcément un entretien de débrief, feedback avec les recruteurs, etc., où il faudra expliquer un peu nos choix. Euh, et voilà. Et donc, sinon, pour terminer, pour Soprasteria, c'était des tests techniques, mais plutôt, comment dire, tests de logique. Tests de logique, ouais, donc pas forcément culture G informatique cette fois-ci. Ouais. Donc voilà, Donc, plusieurs opportunités. Ah, pardon, vas-y. donc il y avait un lien énorme avec les algorithmes et généralement tout ce qui est plus en relation avec la logique de développement que que la syntaxe elle-même ou que la technologie elle-même, si je comprends. Franchement, quand je prends l'ensemble, il y a eu assez peu de vraiment cas pratiques où j'ai codé du React à part cette anecdote là pour cette startup qui faisait leur exercice pratique. Pour le reste, c'était vraiment des QCM, donc liturgie informatique ou alors de la logique, mais de la logique abstraite. Enfin, quand tu parles d'algorithme, ils m'ont pas demandé de faire je sais pas, un binary, un arbre binaire inversé ou je sais pas quoi. Et toi, tu as postulé Euh, plutôt pour des CDI, c'est ça? Plutôt CDI. Ouais, Plutôt CDI, oui. ok. Juste pour rebondir, et puis après, je laisse la parole, mais euh, moi, pour le coup, en tant que freelance, peut-être que j'ai eu plus de tests, justement, enfin d'entretiens et autres, où c'était axé sur les tests techniques. Et parfois, on m'a même demandé de faire une petite application. On m'a dit, bon, tu as une semaine pour faire une application, on a notre API à brancher, on a tel truc à faire, telle maquette à faire. Tu nous fais une appli pour nous prouver que tu sais brancher une API à ton React, à un front-end React purement. Donc, ouais, c'était des trucs qui demandaient pas mal de temps, quoi, comme s'ils étaient un peu la seule entreprise pour laquelle je postulais. Mais ouais, ça arrive aussi qu'on donne des tests un peu embêtants et longs à faire. Moi, je vous dis rapidement, parce que je vais devoir y aller.
Bah, du coup, moi, j'ai pas fait énormément. On t'entend plus trop, c'est un peu comme tout à l'heure. Mince. Euh, Là, vous m'entendez bien? Ah, super, ouais. Je vais juste couper et rallumer mon micro. Ah ouais? Je devais faire rapidement, je vous ai dire, parce que je vais devoir y aller. Du coup, moi, j'ai pas fait énormément d'entretiens, de tests techniques. Donc, j'ai envoyé pas mal de trucs, mais quand même en ciblant quand même beaucoup. Donc, j'avais pas non plus envoyé énormément de trucs. La toute première fois, quand j'avais cherché un stage en Ruby, quand c'était vraiment juste après THP, donc j'avais que mon dernier projet, c'était plus des questions théoriques et j'avais pas du tout eu de test technique. Et en fait, rien que dans la théorie, en fait, ils avaient estimé que j'étais trop junior. Ça allait pas, donc j'ai pas, même pas fait de test technique. Et quand j'ai retenté plusieurs mois plus tard, un an plus tard, ouais, bah là j'ai eu des tests techniques et je voyais aussi mes autres collègues passer des tests techniques et c'était vraiment très très différent. C'était soit des trucs du style coding game, des katas, soit il fallait refaire une app en React, enfin, une petite app vite fait, il te donne quelques jours chez toi et puis tu vas la rendre et après vous allez débriefer ensemble. Et là, pour les stages, je vais trouver que justement, ils étaient pas très très exigeants pour les stages. En gros, en React, j'avais dû juste refaire un input, mettre une couleur et changer des trucs, quoi. Donc vraiment pas très compliqué par rapport à ce que je m'étais entraîné en test technique. Et après, et le stage où j'ai été pris, c'était juste un kata, en gros, que je faisais avec le CTO. Et en gros, ouais, c'était un kata que tu peux trouver sur Exercim ou un truc comme ça, quoi. Et on l'a fait ensemble, mais c'était pas impossible, quoi. Et en plus, la personne est là à côté pour te débloquer si t'as besoin, quoi. Et après, je pense que l'entreprise, ça dépend des entreprises, je pense, mais si t'as pas réussi le kata parfaitement, c'est pas grave parce qu'ils savent que tu es là pour apprendre et ils veulent surtout voir comment tu réfléchis, si tu as la bonne attitude, tout ça. Il y a aussi les soft skills qui comptent, quoi. Voilà. Et bah, du coup, j'ai conclu sur ça. Et là, c'est quand j'y aille, il faut que je retourne travailler. T'as de nouveau un problème de micro. Je disais que j'allais conclure sur ça, si vous avez bien entendu, et que j'allais devoir y retourner. Du coup, si vous avez des questions, bah, vous pouvez m'envoyer des messages sur Discord ou même le Slack de THP, j'y suis encore. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en dehors. Voilà. Si vous avez encore des questions, plus précisément sur comment je fais un stage, mon expérience à THP, n'importe quoi, allez-y. Puisque voilà, je vais devoir y aller. Donc, D'accord, voilà. bah merci beaucoup en tout cas. Ouais, Merci et puis merci pour la communauté. ouais, ok. Mais j'essaie de vous trouver du type. Attends, t'entends pas trop fort, hein, Non, bah, je vous souhaite à tous une bonne continuation et salut. Salut, bah merci beaucoup, hein. À plus. Ouais, ouais. Alors Charlotte, depuis tout à l'heure, t'as envie de parler, t'as envie de glisser quelque Ouais, je chose. sais. Non, mais juste pour. À l'inverse, moi, les tests que j'ai eus, j'ai pas eu un seul test d'algo. J'ai eu des. Enfin, c'était de l'algo, mais. Enfin, j'ai eu en gros deux boîtes avec qui j'ai fait des tests techniques. Donc, il y avait une boîte qui m'avait envoyé un exercice à faire chez moi. C'était une API, le jeu Pierre-Feuille-Ciseaux, là. Donc, c'est un jeu comme ce qu'on a pu faire à THP, donc c'était pas non plus insurmontable et du coup, c'était à faire chez moi. Et la deuxième partie du test, c'était en live avec le CTO et un autre dev où on rajoutait des fonctionnalités en fait sur ta base que tu avais fait chez toi. Du coup, ça, je l'ai pas fait parce que j'avais déjà accepté mon autre poste. Mais bon, au moins, j'ai le sujet si ça vous intéresse. Et l'autre boîte, c'était avec Penny Lane, donc c'est une boîte de compta. J'avais fait deux tests techniques avec eux, deux tests live, et en fait, le mec m'a sorti une problématique à l'oral, et en fait, fallait coder en live un truc. Mais en fait, il regardait surtout comment tu réfléchissais, les questions que tu te poses, comment tu abordes le problème en fait. Et il te parle en même temps, donc tu codes vite fait, mais c'est surtout de la conversation. Enfin, il voit comment tu réfléchis. Et du coup, après ce premier test, j'en avais fait un deuxième avec eux. Donc le premier exercice, c'était que sur Ruby, le deuxième, c'était sur Rails. Je sais plus ce que j'avais fait, j'avais dû faire de la pagination, des trucs comme ça, avec les contrôleurs et tout.
Donc ça reste des choses assez, enfin, voilà, c'est des choses qu'on a vues, quoi, ou que tu peux trouver assez facilement. Ouais. Et ma boîte actuelle, ils font pas de test technique. En fait, c'est une longue conversation que tu as avec le CTO et tu es jugé là-dessus, quoi, sur ta culture, sur comment tu réfléchis, ce que tu as pu rencontrer comme problème. Donc j'ai eu un peu de tout et j'ai pas eu un seul exercice d'algo. Et c'est clairement ce qui me faisait peur au début avant de commencer à postuler. Du coup, j'ai attendu un peu avant de postuler parce que j'avais peur de me confronter à ça. Et c'était con parce qu'en fait, j'en ai pas eu, quoi. Donc voilà, faut pas trop se focaliser sur l'algo, quoi, parce que ça peut être de l'algo très simple. Ouais, bien sûr. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai fait plus d'une centaine ou plusieurs centaines, je sais plus, j'en ai fait tellement d'entretiens en 2021 là. Et finalement, bah, les emplois où j'ai été pris, c'est ceux où je faisais pas de test finalement. En fait, il y en a où ça marche comme ça, il n'y a pas besoin de faire un test, et puis on entre en fait, on y entre. Parce que ben, il se fie à notre manière d'être et puis à ce qu'on a déjà fait dans le passé. Et puis, du coup, ils y vont, ben, euh, ça a l'air de faire le travail, quoi, et puis ça marche. Ouais, puis il y a des gens qui peuvent être très bons en algo, mais après, travailler avec d'autres gens, enfin, tu vois, c'est pas parce que tu es bon en algo que tu seras bon dev que ça va fitter avec l'entreprise. Ouais. Donc, je pense qu'il y a pas mal de boîtes quand même qui se fient à autre chose que ta capacité à faire des algos. Là-dessus, si vous arrivez au step des tests techniques, à mes yeux, enfin, ça ne devrait pas être des choses insurmontables. Ce serait dommage, je pense, pour des recruteurs de faire de l'algorithmique de haut vol, vraiment des trucs complètement dingues oui, enfin, d'arbres binaires inversés ou je sais pas quoi. Je pense que ce serait pas un bon process. Donc voilà, c'est pas insurmontable, mais ça vaut le coup pour être prêt. Là, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, pratiquer, faire des tests aussi sur Coding Game. Les certifications LinkedIn sont pas mal aussi sur tel ou tel, voilà, même des trucs basiques HTML, CSS, Ruby, Rails, etc. Enfin, d'être vraiment toujours au point si jamais on tombe sur un questionnaire spécialisé Rails. Euh, voilà, histoire d'être prêt là-dessus, mais rien d'insurmontable. Alors justement, les certifications LinkedIn, est-ce que tu sais si on peut les refaire? Si on, admettons, je le fais, je sors de THP, je le fais, je le rate. Est-ce que ça se rattrape? Je crois qu'on a 2 essais, et puis après, si ça passe pas, on peut le refaire 3 mois plus tard. C'est quelque chose comme ça. D'accord, ok. Parce que justement, je donne l'exemple parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui oseront pas, qui se diront, bon, je viens de sortir de THP, est-ce que je suis apte à faire ce test ou pas? Moi-même, je m'étais posé la question et je me suis dit, bon, ça mérite peut-être plus de temps, plus d'entraînement de ci ou de ça. Et du coup, je ne l'avais pas fait parce que je me disais, si on peut le faire qu'une seule fois, justement, ce serait dommage d'abîmer un peu l'image, le petit profil LinkedIn qui est tout joli, quoi. Bah, si vous n'avez pas envie de prendre le risque de rater la certification LinkedIn et d'attendre 2 mois, franchement, il y a tellement d'autres sites pour pratiquer. Donc, à nouveau, Coding Game et autres, et plein d'autres refs. Là-dessus, c'est trouvable facilement. Il y a même des agences de recrutement de dev qui proposent aussi des tests techniques questionnaires et tout. Donc, vraiment, il y a de quoi pratiquer. Si vous ressentez un besoin là-dessus, vous devriez trouver vraiment des bonnes ressources. Et moi aussi, quand je vais devoir y aller, j'ai un dernier conseil, un truc que j'aimerais bien vous dire. Vraiment insister. N'ayez pas peur d'insister. Comme on le disait un peu en intro, c'est pas forcément évident de rentrer dans le marché de l'emploi du développement en sortant de formation. Voilà, il faut beaucoup de pugnacité. Si jamais il y a des portes qui s'ouvrent, vraiment insistez. Vous n'allez pas perdre quoi que ce soit à relancer le CTO, ou alors vous venez de postuler pour cette startup, vous envoyez un petit message LinkedIn au dev sur place, dire hello, j'ai postulé. Qui sait, ça se trouve, un dev sur place aura fait THP, il sera sur le Slack ou sur le Discord. Si jamais Ça m'est arrivé, ils vous perso. disent oui, Ça m'est bah voilà, arrivé une ouais, fois ouais, de, je devais ça faire un peut, entretien et puis ça en peut fait il y avait arriver. déjà un élève de THP avec qui j'avais fait une session en même temps, plus dans la boîte. Donc, Donc ça bah, arrive. tout à fait. Donc là, ça vaut le coup de faire passer le message. Et puis quoi d'autre? Et puis après, si jamais vous avez ce retour, bon, ouais, expérience, etc., peut-être un peu junior au premier coup de téléphone, insistez encore. Envoyez-moi les tests techniques. Voilà, si vous me laissez ma chance, je vous montrerai. Enfin, franchement, ça, pour moi, ça vaut le coup. Ça peut que apporter du plus, en tout cas, dans la motivation que vous transmettez et dans les opportunités qui s'ouvriront. Donc,
Ouais. Et voilà, en conclusion, c'est pas simple, mais c'est possible. Il faut provoquer un peu sa chance. Et puis, si vraiment ça vous plaît, le dev, et que, voilà, et que vous trouvez de quoi pratiquer et vous trouvez de comment monter en compétences, il y a forcément un moment où ça va prendre un peu de temps. En moyenne, bah, apparemment pour les juniors, il faut 6 mois, 6 mois un junior pour trouver vraiment un emploi stable, CDI, etc. Donc ça pourra prendre un peu de temps, faut pas lâcher. Mais si vous y travaillez, ça devrait marcher à un moment ou à un autre. Ouais, totalement. Alors, Au pour... minimum, vous aurez pris plein de compétences tech et ça plaira. il y a éventuellement une question de Bastien qui a attendu assez longtemps, la main levée. Donc, j'espère que tu n'as pas oublié ce que tu voulais dire et que tu es toujours là. Sinon, effectivement, Quentin nous a fait une très bonne conclusion. Donc, si Charlotte, tu as quelque chose à dire aussi pour conclure, tu es la bienvenue. Bah oui, tout pareil. Non, mais ne pas, faut rester actif, s'entourer et pas désespérer, quoi. Enfin, vous vous démarquerez parce que vous avez fait des projets ou des stages à côté, quoi. Mais Ouais. bon, ça recote. Ouais, alors il y a Bastien qui vient d'arriver finalement. Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien et fort. Ok, nickel. Ah, faut peut-être que je Non, parle un non, peu c'est moins bon, fort. c'est bon. C'est moi, j'étais à 100%. Donc pas de souci. Ok, nickel. Bon, bah, déjà, merci pour la table ronde. Moi, je voulais juste faire un petit aparté, enfin plutôt un rebond en fait sur l'histoire des ESN pour les questions, parce que du coup, moi j'étais responsable recrutement en ESN, donc je peux en parler un petit peu. Déjà, ESN et SS2I, c'est exactement la même chose. En fait, SS2I, c'était simplement le nom avant 2013, et en 2013, il y a la charte qui a changé, du coup, il s'est appelé ESN, mais c'est vraiment, il n'y a aucune différence. Donc, du Ok. coup, vous posez pas trop la question entre les deux, il y en a vraiment zéro. Ensuite, effectivement, enfin, c'est plutôt une très bonne porte d'entrée pour nous, c'est-à-dire pour les personnes qui sont en reconversion, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, alors ça c'est dépendant de la taille des ESN, mais de manière générale, le niveau demandé, il y a quand même une tolérance justement au niveau des juniors par rapport à d'autres entreprises, par rapport au niveau des PME, des banques directement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est complètement possible pour un développeur junior via une ESN d'aller travailler par exemple pour une banque ou une assurance, alors que si jamais la même personne aurait postulé d'elle-même en banque ou en assurance, elle n'aurait jamais été prise en interne. Donc ça, c'est le cas pour... en fait, ça s'explique pour deux choses. Déjà parce que le client final ne prend pas le risque de vous embaucher en CDI, vu qu'il passe par une société de prestation et du coup, les contrats peuvent se résilier à tout moment. Et en plus, faut pas se mentir, au niveau des sociétés de services, vous êtes vendu par des commerciaux. Et eux, ils ont tendance, enfin c'est leur job, hein, forcément, à vous vendre de la meilleure manière qui soit. Donc sûrement, enfin, il y a de grandes chances qu'ils vous vendent mieux que ce que vous-même vous vendrez. Donc voilà, après, en général, les étapes, comment ça se passe au sein des ESN. Selon les ESN, vous avez plus ou moins des tests. En général, c'est quand même assez rare, comme Quentin l'a dit, souvent c'est plus des tests de logique. Moi d'ailleurs, dans les scènes où j'ai été, il y en avait certaines, même il n'y avait aucun test, c'était simplement des discussions pour voir un petit peu ce que comprenait ou pas la personne. Et puis après, à partir de là, on rédigeait le CV ensemble et de ses expériences. Donc côté technique, test technique pour les ESN, vous avez moins de soucis à vous faire que sur des startups ou sur des clients finaux. Et puis ensuite, pour l'autre question qui est sur le fait d'être en distanciel, donc c'est-à-dire soit chez le client, soit depuis le l'ESN. Alors ça dépend totalement des ESN, mais grosso modo, plus l'ESN est petite, plus vous avez les chances d'être placé en tant que consultant, donc directement dans l'entreprise, donc chez le client. Par contre, si jamais vous êtes dans des grosses ESN, il y en a énormément qui ont des régies en fait, c'est-à-dire que ce sont des plateaux pour lesquels vous travaillez. Par exemple, Soprasteria à Paris, ils ont un de leurs contrats qui est avec un des ministères. Et c'est par exemple une équipe de 20 personnes qui est directement sur un plateau. Après, vous n'avez pas que. Enfin, Soprasteria est une très grosse ESN, mais vous en avez plein d'autres. Et honnêtement, tous les gros noms de ESN que vous avez ont en général des plateaux. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que en poste d'entrée pour les juniors, souvent on va vous faire travailler sur la résolution
ou de la correction d'anomalies via des tickets. Et en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez corriger des tickets qui souvent n'ont pas réussi ou sont redonnés par les centres de services qui sont à l'étranger, donc souvent en Inde. Ouais, ça c'est un petit aparté. Mais grosso modo, enfin, les ESN, c'est intéressant en plus pour vous, au-delà du fait d'être accepté, parce qu'en fait, encore une fois, ça dépend de la philosophie de l'ESN, mais vous avez pas mal de ESN sur lesquels vous allez pouvoir enchaîner des missions dans différents contextes, avec différentes stacks techniques, différentes équipes. Donc ça vous permet de voir vraiment des choses différentes. Donc après, ça, mon but, c'est pas du tout de faire de l'évangélisation de ESN. Hein. Si aujourd'hui je suis en reconversion et que j'en fais plus partie, c'est aussi pour de bonnes raisons. Mais clairement, pour une entrée dans le milieu, c'est une bonne alternative sur laquelle se pencher. Ah bah, c'est génial. Bah, merci beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça a pu aider, potentiellement. J'aurais pas mieux présenté Ouais, tout le c'est clair. contexte, toute la structuration des ESN globalement. Merci Bastien. Bah, de rien, pas de problème. Merci à vous. Merci beaucoup, oui. Bah, sur ce, on va terminer là-dessus. Merci tout le monde en tout cas pour d'être venu. Merci aux invités comme au public. Et puis on se dit à bientôt. Alors il y aura une rediffusion. Et voilà. Sûrement la semaine prochaine, il y aura sûrement une autre table ronde. Normalement, c'est une semaine sur deux, les jeudis à 14h. Mais quand même, il y a beaucoup de choses à dire sur comment trouver du travail. Il y aura potentiellement une intervention de Lucas Montaigu avec une autre personne et peut-être encore une autre personne. Donc on verra. Mais voilà, ça peut être sympa d'avoir un autre point de vue, d'autres détails et d'autres méthodes aussi sur ce sujet-là. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis on se dit à bientôt. Ouais, merci et bon courage pour la fin de THP. Merci. Oui, bon courage à tous. Et puis si vous avez des questions sur l'après THP ou même des questions sur votre projet final ou quoi, recherche de mentor. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse vachement de voir un peu des équipes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ouais, je dispose plutôt sur Discord. Plus sur le Discord que sur le Slack. Mon cœur a tranché en faveur de Discord. Donc, vraiment à dispo. Super, merci. Moi, pareil, si vous avez des questions. À dispo. All right. Bon, bah, on est good. Bonne journée tout le monde. Ouais, salut. Salut, à bientôt.